avec vous. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, analyste politique, professeur des universités, chercheur indépendant. Avec lui, nous allons analyser à chaud les discours portant état de la nation du président Félix Tshisekedi, 6 ans au pouvoir. Ces discours fleuves, tout le monde l'a suivi de partout. Et à chaud, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bonjour professeur Omeyonga. Bonjour, messieurs les journalistes. Bon, le discours du président, c'est la tradition, c'est constitutionnel, il n'a rien inventé. Il a prononcé un grand discours devant le Congrès, en fait, il s'est adressé au peuple congolais, et il a abordé presque tout le problème de la vie nationale. Au moins sur le plan de la globalité, c'est ça l'état de la nation. Oui, bon, à première vue, je tiens d'abord à rappeler que c'est constitutionnel. L'article 77 de la Constitution exige qu'il y ait état de la nation avant la fin de l'année. Bon, ce qu'il a fait, c'est la tradition. Mais je me rends compte que c'est la même rhétorique qui est revenue. Quand je ferme les yeux, j'écoute, c'est comme si ça ressemble fort à tous les états de la nation que nous avons connus depuis 6 ans. Donc rien de nouveau. Donc il est revenu sur la même rhétorique. Mais je note seulement que c'est vrai, peut-être que comme il est resté longtemps dans l'opposition, son parti a fait presque 3 décennies dans l'opposition, j'ai comme l'impression qu'il continue à nous rééditer la même rhétorique de l'opposition. Parce que quand on est au pouvoir, on doit cesser de faire des promesses. Cette tâche doit être réservée aux opposants et aux résistants. Moi, je pense au stade où on en est, vu sa position, lui, il va plus passer aux actions et peut-être faire l'évaluation de ce qu'il a promis. Et ça fait maintenant 6 ans qu'il est aux commandes. J'aurais souhaité qu'il fasse un vrai bilan qui démontre réellement les acquis, qu'est-ce qu'il a pu réaliser, par rapport à son programme politique, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qu'est-ce qu'il reste à faire. Mais j'ai comme l'impression, c'est comme si il est encore au début de sa mandature, et pourtant il est à son deuxième et dernier mandat. Donc il a déjà 6 ans de pouvoir. 6 ans de pouvoir, mais rien. Oui, c'est vrai, on a senti, quand il commence son discours avec le plan de l'agriculture, la revanche du sol, tout est avancé vers 2025, vers les futurs. On aurait voulu, en fait, il a compris que la revanche du sol n'a pas encore commencé. Les Congolais importent tout. C'est pourquoi il promet qu'en 2025, nous allons commencer à voir les premiers effets d'une agriculture qui devient nourricière, qui prend en charge le bien-être du Congolais. C'est vrai, ce sont des promesses. On aurait voulu des actions. Il a encore promis, c'est vrai. On aurait voulu, c'est vrai, dans ce discours, il y avait le mélange de quelques rendus, quelques réalisations, mais beaucoup de promesses. Donc, vous vouliez que ce soit plus de promesses, mais un homme, c'est aussi se projeter dans l'avenir. Non, on se projette dans l'avenir que par rapport à ce qui a été fait. Mais ce discours-là de la revanche du sol sous-sol, c'est déjà, dès la prise du pouvoir, c'est déjà... Ce discours-là date de 2019. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut combien? Il faut un siècle pour que la revanche commence. Moi, je pense que si tout dépendait du discours, ce pays serait déjà un paradis. Depuis Mobutu, on a eu ce genre de discours. Mais les peuples congolais n'ont qu'à faire avec des discours. Les peuples congolais, comme on dit, on juge les maçons au pied du mur. Nous avons besoin de résultats. Des résultats, parce que la revanche du sol aurait dû déjà commencer, je crois, à 5 ans de pouvoir. On voit dans d'autres dossiers, au bout de 10 années, 2 ans, on pouvait commencer déjà à voir même les premiers pas de cette revanche. Mais j'ai comme l'impression, c'est comme si on se prépare encore pour commencer la bataille, alors que la bataille qui a été annoncée il y a 6 ans devrait déjà commencer. On devrait commencer à jouir de quelques fruits de cette revanche, auquel cas, j'ai comme l'impression on risque d'arriver en 2028 et que cette revanche ne sera pas encore à ce début.
Non, je crois là n'est pas le problème. Vous voyez ce discours-là de la revanche du sol, ce discours-là date de longtemps. On a parlé de l'agriculture priorité des priorités et tout. Maintenant, lui, il parle de la revanche du sol sur le sous-sol. Non, c'est bien beau. On n'a pas besoin de discours paradisiaques, mais on a besoin des actions sur base. C'est vrai, on fait un discours, mais après avoir prononcé un discours, on se met à l'action. On aurait dû avoir déjà les premières actions, les premiers fruits de ce discours qui date de 2019, 6 ans après. C'est l'ère du bilan et non des promesses. Oui, c'est vrai, vous dites que ça serait l'ère du bilan parce qu'avec lui, comme vous, tout le monde, même lui-même, il reconnaît les difficultés sociales, il reconnaît même les difficultés des transports. C'est vrai qu'il a enjoint le gouvernement de trouver solution, mais on ne doit pas vivre comme si, à part le président, les autres autorités n'existent pas. Nous sommes dans la ville de Kinshasa, réglementer les transports. Est-ce que vraiment, il faut attendre que le président revienne? Je vous arrête. Je crois, non, si on s'attaque et si on l'interpelle, c'est parce que c'est lui le premier des Congolais. Et c'est lui qui a promis, qui a pris le discours. Tous ces gens-là ne dépendent que de lui quand on parle du régime. Mais pourquoi, chaque fois qu'il y a un brin de récite, on lui attribue. Maintenant, quand il y a des failles, on dit non, ça doit être une responsabilité partagée. Non, je pense que c'est lui qui a tous les moyens, les compétences, et la Constitution lui reconnaît. Parce que quand on parle des missions régaliennes, c'est d'abord et surtout le président de la République, parce que c'est lui qui s'est présenté, entre guillemets, devant le peuple, qui prétend avoir reçu les suffrages. Donc, c'est lui qui doit répondre de ses actions, parce qu'il est le seul qui est capable aujourd'hui, et d'ailleurs il a promis que je crois d'ici là il y aura un nouveau gouvernement. Donc c'est lui seul. Il doit évaluer. Mais il ne doit pas évaluer après que, je crois, il doit avoir déjà évalué, il doit passer à l'action. Je pense que le peuple a beaucoup souffert, le peuple, il y a un slogan, une chanson qu'on a cessé, le peuple d'abord. Où est passé ce beau discours du peuple d'abord? Je crois qu'on devrait commencer. Le peuple d'abord, c'est principalement axé sur les social. Mais jusqu'à quand nous serons toujours dans la précarité sociale? Jusqu'à quand le peuple va continuer toujours à souffrir, à manquer même de quoi se mettre sous la dent? Je crois que ce sont des choses. Tous les besoins sociaux de base devaient ne fût-ce qu'être déjà résolus, à mon sens. Donc vous trouvez qu'en 6 ans, on aurait déjà gagné la bataille du ventre? Mais ici, toutes les batailles n'ont jamais été gagnées. La bataille de la sécurité est toujours toute entière. La bataille du ventre est pareil. Mais je n'ose pas parler de manière générale. L'éducation, la santé. Et même aujourd'hui, vous me trouvez aujourd'hui à la maison, c'est parce que en principe, il devrait être dans l'auditoire. Mais je ne vous rappelle pas. Vous avez refusé d'aller enseigner et pourtant... On n'a pas refusé, c'est constitutionnel. Vous avez eu quelques avancées. Quelques avancées, mais non, la négociation, c'est ça. Parlons-en. Vous avez gagné. Qu'est-ce qu'on a gagné? Vous avez gagné. Qu'est-ce qui jusqu'ici? Est-ce qu'on a gagné le pouvoir d'achat? Rien. Est-ce que les véhicules qui du reste ne sont pas un don, mais un droit des professeurs? Rien. Et les frais de recherche? Rien. Et donc, toutes les revendications qui ont été négociées, consignées, et que le gouvernement avait solennellement pris l'engagement de rencontrer, il n'a rien encore fait. Donc, comment voulez-vous que les gens, les enseignants, c'est vrai qu'on a réussi à précariser l'enseignement supérieur et universitaire, mais au moins ne fût-ce que le minimum, parce que ce que les professeurs revendiquent aujourd'hui, ce n'est que le minimum. C'est même ridicule ça, si nous nous comparons par rapport à nos collègues d'Afrique ici. Je ne parle pas de l'Europe. Mais nous sommes sous-payés, mal payés, et puis nous travaillons dans des conditions infrahumaines. Oui, ça, on peut vous le reconnaître, mais vous êtes divisé parce qu'à l'université de Kisangani, on a dit, on accepte quand même les avancées, on fait confiance au gouvernement parce que vous avez reçu le retard de paiement du mois d'octobre, ça vous a suivi. Quelques professeurs ont été mécanisés, les chefs de travaux, et le reste, c'est ça la négociation qui devait continuer. Vous arrêtez net.
Alors que vous avez encore les perspectives. Non, nous, on ne sommes pas devant ta guerre. Nous revendiquons, c'est un droit. Non, quand vous dites qu'il y a... Non, tu sais, dans tout groupe, dans toute corporation, il ne manque pas de brebis galaises, de moutons noirs. Mais s'il y a 2 ou 3 et quelques membres qui disent que non, ils sont satisfaits de ce qui est fait, ce n'est pas ça. Mais interroger, aujourd'hui, la grève est générale. La grève est générale, mais comme à l'intérieur du pays. Donc, c'est une première. Donc, toutes les universités, tous les professeurs aujourd'hui ont débrayé et personne se retrouve dans l'auditoire, personne ne veut enseigner. Nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre. Nous ne voulons pas que nos enfants, que nos étudiants se mettent dans des conditions où ils ne peuvent plus apprendre. Mais que voulez-vous? Nous voulons bien apprendre, mais pour apprendre, nous avons besoin de moyens de déplacement. Nous avons besoin aussi parce que nous-mêmes aussi, nous avons aussi les enfants qui sont à l'université, mais que nous devons assurer, payer les frais académiques. Mais comment nous allons payer les frais académiques, nos enfants, dès lors que nous-mêmes nous sommes sous-payés et mal payés? Oui, là, ce n'est pas que vous. Si les professeurs d'université sont mal payés, sous-payés, donc les autres catégories sociales aussi sont pires que ça parce qu'ils ne sont même pas aux 10% des professeurs d'université. Donc, c'est pourquoi nous avons dit que le plan social pose encore problème et il les reconnaît que la difficulté est là. Alors, c'est un état de la nation. Il fait des promesses. On espère qu'en 2025, tout ça sera absorbé. Il les dit alors que le budget est presque déjà voté, on a fait avec vous. En fait, c'est pour nous dire, est-ce que ce sont de nouvelles promesses? Ça devait être plutôt les comptes rendus des actions réalisées des budgets passés. Mais il nous renvoie encore au futur des budgets 2025. Pourtant, dans ces budgets 2025, on se rend compte que beaucoup de ces préoccupations n'ont pas été prises en compte. Alors, déjà, vous-même répondez aux questions que vous soulevez. Bon, déjà, les promesses devrait être résorbé dans les budgets. Est-ce que tout ce qui soulève, j'imagine, qu'ils ont été prises en compte dans l'élaboration du budget? Or, nous avons un budget très chétif, un budget de 18 milliards de dollars, en réalité de 10 milliards en ressources propres. Donc, pour des défis énormes, prenons seulement les défis sociaux, c'est énorme. Mais je n'ose pas parler des défis sécuritaires. Mais est-ce que c'est avec ce budget-là que nous aurons à réaliser? Non, il ne faut pas continuer à faire rêver les Congolais, à leur miroiter un environnement paradisiaque, alors que nous savons, c'est vrai, on peut faire des projections, on fait des projections sur base de ce dont on dispose. Mais déjà, ce que nous disposons est vraiment insignifiant, ne saura pas résoudre les problèmes. Moi, je pense, en responsable, il fallait... Mais pourquoi on en arrive à ce point-là? Combien de fois on a parlé de la réduction des trains de vie, de la des institutions? Mais si on n'arrive pas, comment voulez-vous que nous soyons un État à 2 vitesses, où il y a les gens qui sont une infime minorité des dirigeants scandaleusement riches, avec une écrasante majorité de la population qui vit dans des conditions infrahumaines? C'est quand même injuste. Et pourtant, la Constitution exige au gouvernement de rencontrer toutes les solutions. Encore un homme politique a comme finalité le bien-être social de sa population. Mais dès lors que la population croupit dans la misère, dès lors qu'on ne sait pas résoudre même les besoins sociaux de base, mais pourquoi devons-nous avoir des dirigeants qui s'adonnent des moyens éhontés, des moyens exorbitants, pendant que nous sommes en guerre, pendant que la population est dans la pauvreté, et même nous sommes dans la sous-pauvreté? Moi, je pense l'équité sociale, la justice sociale aurait commandé pour que les dirigeants, que nos dirigeants fassent un minimum d'équité, de justice sociale, pour que les Congolais qui ont souffert, qui souffrent, puissent ne fût qu'avoir ce qu'il y a de mieux pour ne fût que se dire qu'on est dans un pays et on est réellement dirigé. Finalement, je donne les raisons à tous ceux qui disent que le Congo est malade ou les Congolais sont malades de leurs dirigeants.
Oui, les Congolais seraient malades de leurs dirigeants, mais les dirigeants sont conscients. Nous espérons qu'on va entrer en 2025 avec de nouvelles perspectives, mais il fallait que cela s'engage parce que c'est un discours de l'État de la nation. On ne sait pas ce qu'il dira encore le 31 décembre ou le 1er janvier. Le président termine son discours après avoir balayé presque toutes les sphères de la vie nationale et internationale, les dialogues en Angola, les apports diplomatiques du Congo dans la paix au Tchad. Finalement, le président qui gère le pays, qui connaît la gestion du pays, se trouve embarrassé par quelques dispositions constitutionnelles qui l'empêchent d'engager la République, surtout aussitôt que les présidents sont élus. Aussitôt que le président est élu, il faut attendre 5-6 mois. Il appelle les Congolais à la réflexion pour une révision constitutionnelle. Pourquoi l'opposition doit-elle prendre la balle dans le mauvais sens alors que le président qui gère, qui est au contact de la réalité, connaît les difficultés. Il est élu en décembre, il prête serment en janvier, le gouvernement entre en fonction au mois de juillet ou au mois de juin. Est-ce qu'en France, où le Premier ministre quitte, il est représenté, le président nomme un nouveau Premier ministre, il faut attendre 6 mois. Il demande qu'on révise la Constitution pour que le gouvernement soit beaucoup plus souple dans son action. Où est le mal? Ah, vous avez soulevé beaucoup de questions. Laissez-moi passer l'une après l'autre. D'abord, vous avez fait allusion au processus de Luanda, qui a montré ses limites, qui est vraiment un échec cuisant. Et pourtant, il y a un processus de Kinshasa qui a été proposé, qui est sur la table, qui est d'actualité. Moi, j'aurais souhaité, étant, je suis jaloux de mon pays, pourquoi tous nos problèmes devraient trouver solution ailleurs? Je vous ai toujours dit que nous n'obtiendrons jamais de l'extérieur ce qu'on ne sait pas se donner de l'intérieur. Pour une question de sécurité nationale, je ne pense pas que la question de sécurité nationale peut être confiée ou confiée aux étrangers. Moi, je pense qu'il y a le processus de Kinshasa qui a été proposé. Je ne dis pas que c'est de la perfection, mais on peut l'améliorer. Mais au moins, le processus est proposé, qui peut nous conduire à la cohésion nationale. On ne saura rien faire, surtout en ce qui concerne la question de la guerre dans les pays, sans qu'on ait associé toutes les forces vives de la nation. Et quand je parle des forces vives de la nation, je fais allusion à la société politique, la société civile et la société savante à laquelle j'appartiens. Il faut qu'on se retrouve autour d'une table pour que finalement qu'on balise les chemins pour la sécurité, pour éradiquer, mettre un terme. Comment pendant 3 décennies, on doit laisser notre population être canardée, être tuée au jour le jour par nos voisins, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour mettre fin à cette guerre. Et la bonne manière, la guerre, on ne la gagne pas s'il y a fracture interne. On gagne la guerre quand on recrée la confiance en interne. Quand les hommes politiques, les hommes scientifiques s'accordent pour ne fût-ce qu'un consensus minimal, de manière à repousser l'ennemi, à repousser l'agression. Ainsi, on pourra ramener la paix dans notre pays. Mais là, bon, vous évoquez aussi la question de la réflexion. Non, on n'interdit personne de réfléchir. Mais vous savez, celui qui est censé faire respecter la Constitution, c'est le président de la République. Si tant est que ce dernier lit et comprend bien la Constitution. Il est clairement dit qu'il est hors de question d'envisager la possibilité de révision constitutionnelle quand on est pendant l'état de siège et la guerre. Bon, je me pose 1001 questions. Est-ce que, parce que vous, des médias, vous avez habitué à parler que non, la guerre dans l'Est, et on estime que l'Est là ne fait pas partie intégrante du pays, et qu'on considère que non, la guerre dans l'Est n'est pas synonyme de la guerre dans l'Est. C'est pourquoi, à la dernière émission, je vous ai dit, rappelons et disons tout le temps, à temps et à contre-temps, que le pays est en guerre. Et comme ça, pour une fois pour toutes, les politiques, les dirigeants comprendront que le pays est en guerre, et quand le pays est en guerre, quand il y a état de siège, il est hors de question d'envisager la possibilité de révision constitutionnelle. Et même cette révision, la révision là, il faut voir aussi l'opportunité. L'opportunité, même
en droit, mais tu dois définir l'opportunité. Nous sommes à un moment suspect où on ne peut pas envisager une terre alors que nous savons les agendas cachés des uns et des autres. Ce n'est pas seulement de faire avancer les choses. Et même la question là, où on prendrait 6 mois pour mettre... Mais est-ce que ce n'est pas une réalité? Non, la réalité, elle est fabriquée pour des raisons inavouées. Parce que, qu'est-ce dit la Constitution? Que le président choisit le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Et pour votre information, votre rappel, ce n'est même pas une information. Si nous tablons sur la gouvernance actuelle, à l'issue des élections, l'Union sacrée a elle seule réuni 450 députés. Bon, de quelle majorité cherche-t-on? Quand vous avez sur une assemblée de 500 députés, alors qu'il y a encore d'autres députés qui devraient être élus, vous avez 450. Quelle majorité encore vous choisissez? Vous voyez, le fait même de désigner un informateur, on a violé l'esprit de la Constitution. On a violé la Constitution. Parce que la Constitution vous demande, avant de désigner l'informateur, il faut qu'il n'y ait pas d'abord la majorité parlementaire. Dans une assemblée où vous avez 450 députés, vous cherchez encore une majorité? Laquelle? Donc pour vous, le fait d'avoir nommé tout ça, c'est une violation de la Constitution. C'était un temps perdu. Le président aurait pu nommer directement son Premier ministre. Oui, parce qu'il avait déjà 450 députés. Mais la loi dit qu'il faut que le Parlement soit... Parce que le Parlement doit être installé après la proclamation des résultats et la CENI doit confirmer. Et ça a pris du temps. C'est la CENI qui doit confirmer qu'il y a autant de députés. Non, ce n'est pas la CENI. C'est la Cour constitutionnelle avait déjà confirmé et l'Assemblée nationale. Moi, je vous dis ici, comme un ancien assistant parlementaire, et déjà, quand on installe l'Assemblée nationale, chaque parti se déclare il est de l'opposition à la majorité. Cette réalité était déjà connue. Du reste, et quand on allait aux élections, chacun on sait il était de quel côté. De quel côté. Est-ce qu'après l'élection, vous avez suivi qu'il y a un parti politique ou un regroupement qui s'est été désengagé de l'Union sacrée pour douter encore de la majorité? Parce que quand ils sont partis, parce que nous ne sommes pas partis, quand ils sont partis aux élections, et tous les partis qui se sont présentés aux élections législatives, il n'y a aucun des partis qui, après l'élection, a dit que non, je ne suis plus de l'Union sacrée. Mais de quelle majorité? Donc pour vous, pourquoi vous cherchez pour vous, aussitôt que le président ayant prêté serment, il avait déjà sa majorité. Il avait déjà sa majorité. Tous ceux qui ont été élus, il pouvait déjà nommer son Premier ministre. Entre guillemets, choisis ou nommés, étaient de l'Union sacrée. Alors, quelle majorité encore? Vous avez 450 députés. Ça, c'est une majorité qui se ressemble un peu à la majorité, à la mécanique, à ce qu'on a vécu du temps de la Russie et de l'URSS. Quelle est la majorité où on voudrait revenir à ce qu'on a connu sous la Deuxième République? Donc, est-ce qu'on peut pas, sur ce point-là, dire que le président nomme aussitôt prêter serment, le président nomme son Premier ministre? Ainsi, on est dès lors que la majorité est là. Oui, mais au lieu d'attendre la procédure du Parlement, tout ça. Oui, parce que c'est formel attendre que cela soit fait et que le Parlement soit installé. Et oui, mais ça c'est seulement pour ça qu'on peut. Et c'est seulement ça. On peut changer. Mais on avait fait cette constitution pour un vote du président en 2 tours. On a changé pour un à 2 tours. Au moins, ça c'est une révision qui vaille. Les changements, même beaucoup de partis sont prononcés là-dessus. Tout le monde. Mais on peut revenir à 2 tours, ça n'est pas un problème. On modifie, on peut modifier. Pas un problème. Oui. Mais vous voulez réviser pendant que nous sommes dans la guerre. Mais terminez d'abord la guerre. C'est tout le monde. Moi-même, je suis parmi les fervents défenseurs de l'élection à 2 tours. Mais nous sommes coincés par la guerre. Mais terminons la guerre. Si nous voulons que nous puissions réfléchir calmement et envisager la révision, parce que la révision constitutionnelle est constitutionnelle. Mais ce qui est anticonstitutionnel, c'est le changement. Je vois que lors de l'état de la nation, il a fait une sorte de rétropédalage. Maintenant, il parle de la révision. La révision, elle est constitutionnelle. Personne ne peut refuser. Mais il y a des conditions pour qu'il y ait révision. Donc, parmi les conditions, il y a
a à la fin de la guerre, il y a la fin de siège. Et il a dit, on attend, parce que le Premier ministre a mené une mission officielle pour la fin de l'état, pour l'état de siège. On attend que les résolutions soient présentées au président pour une décision. Donc là, au moins, on est sur le pas pour enlever les conditions qui bloqueraient une révision constitutionnelle. En ce qui me concerne, terminons la guerre et puis on peut se mettre pour... Parce que nous, en tant que professeurs, c'est le travail quotidien, on ne fait que la réflexion. Mais nous sommes, moi je suis républicain, je suis respectueux des textes et surtout de la Constitution, qui est impact républicain, impact social. Cette Constitution, les gens ne le disent pas assez. Et comment elle a été élaborée, comment on l'a obtenue. Et il y a eu guerre, le pays a été totalement déchiré, on s'est retrouvé en Afrique du Sud, dialogue entre Congolais, on a marqué, tout le monde a été unanime pour dire que la crise de légitimité dont souffre le pays depuis l'indépendance, c'est le fait que les dirigeants ne jouissaient pas de la légitimité. Et pour éradiquer, en finir totalement de cette crise de légitimité, il faudrait qu'il y ait des élections libres, transparentes, démocratiques. Et c'est à l'issue de ces dialogues entre Congolais qu'on avait levé l'option de mettre sur pied une constitution qui a été, contrairement à ce que les gens disent, oh non, c'est une constitution des étrangers, une constitution des belligérants. Cette constitution, mais on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Comment vous savez que c'est une constitution des étrangers? Il ne fallait pas aller même aux élections, il ne fallait même pas accepter, il ne fallait même pas prêter serment sur cette constitution qui dit des belligérants. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je crois on ne peut pas scier l'arbre sur lequel on est assis. Et toutes les institutions actuelles, bien qu'elles soient bancales, elles sont issues de cette constitution. Donc, si vous demandez le changement de la constitution, c'est que ce sera un coup d'État constitutionnel. Dans la et puis, bon, heureusement qu'après, les gens, on peut toujours se tromper. Ils se sont ressaisis. Et je crois, la révision, je ne peux pas m'opposer à la révision parce qu'elle est prévue par la Constitution, mais il y a des préalables. Pour moi, les jours où on apprendra qu'on a totalement reconquis tous les territoires et on a mis tous les agresseurs en déroute et que nous avons le contrôle de tous les pays et que la guerre a totalement fini, moi je serai le premier à encourager la révision constitutionnelle. Mais tant qu'il y aura guerre dans les pays, moi je vais m'opposer farouchement à la révision constitutionnelle parce que nous devons au moins, si on est habitué à violer les lois, respectons ne fût-ce que la Constitution. Oui, professeur, on va finir. Je pense que nous sommes dans les fêtes déjà. On va parler de la naissance de Jésus, Noël et la fête de bonne année. Meilleurs vœux et bonne fête de Noël et de Nouvel An 2025. Oui, comme la tradition, on peut toujours formuler les vœux de bonheur, de santé, de prospérité à tous les Congolais. Mais je doute que le bonheur soit au rendez-vous dès lors que aujourd'hui tous les corps sociaux, tous les secteurs de la vie nationale sont soit en guerre ouverte, soit en grève ouverte, comme le cas des professeurs, soit en grève larvée. Donc moi je pense que pour que les gens fêtent, et je ne pense pas que la question sociale doit être suspendue seulement au fait. Il faut que ce soit une question permanente, qui soit réelle. On ne va pas seulement se réjouir les jours de bonne année ou de Noël, mais moi j'aurais souhaité que la mission régalienne de l'État, c'est d'apporter, de résoudre la question sociale. Il faut qu'au moins, les Congolais ne demandent pas mieux. Qu'il ne fût-ce que manger, scolariser les enfants, se soigner et tout. Ces besoins-là existentiels. Si on peut arriver, ne fût-ce qu'à résoudre ces questions, à ces défis existentiels, on aurait espéré que les Congolais revendiquent encore d'autres choses. Mais si déjà on ne sait pas boire, on ne sait pas manger, on ne sait pas se vêtir, on ne sait pas scolariser, et moi je me dis que bon, ce bonheur-là, on peut les faire de bout des lèvres parce que la tradition l'exige. Mais j'ose croire que dans un pays où 27 millions de Congolais souffrent de la malnutrition et de la sous-alimentation, alors que l'aliment devrait être quelque chose qui doit soit être à la portée de toutes les bourses. Mais si déjà, même l'alimentation, je ne parle même pas de la nutrition,
l'alimentation est devenue un luxe. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Mais, Quand même, bonne année quand même. Bonne année à tous les Congolais. Je n'ai jamais vu un peuple aussi résilient que le peuple congolais. Parce qu'ailleurs, à des situations pareilles, on allait assister vraiment à la révolution. À des mouvements, oui, à la révolution. Mais comme nous sommes un peuple mais il ne faut pas en profiter. Les dirigeants, c'est vrai, un peuple croyant, mais même la Bible ne nous interdit pas de revendiquer nos droits. Jésus-Christ lui-même est celui qui nous demande à ce que nous puissions revendiquer nos droits et que nous puissions jouir, que nous puissions avoir des bons dirigeants, parce que la Bible dit le peuple est heureux quand il a des bons dirigeants, le peuple est en détresse quand il a des mauvais dirigeants. C'est le cas aujourd'hui de la RDC, mais j'ai bon espoir qu'en 2028, on va totalement et définitivement résoudre cette question de légitimité. On aura véritablement des bons dirigeants, nous aurons des institutions crédibles et des dirigeants légitimes. Ainsi, nous pourrons espérer augurer un bon avenir pour les Congolais et un bon devenir pour la RDC, qui en principe doit jouer le rôle de la locomotive de l'Afrique. Mais pourquoi nous continuons toujours à cracher sur la mémoire de Lumumba, à malmener? Je sais que Lumumba, dans sa tombe, est en train de se remuer du fait que, comment après 64 ans, tout ce qu'il a dit, rien n'est fait. Et pourtant, nous avons tous les atouts humains, les atouts naturels, miniers, et tout ce qu'il faut pour décoller, mais nous continuons toujours à tournoyer. Et parfois, ce qui est révoltant est que les dirigeants font semblant, et pendant que la situation est chaotique, et disent tout va bien, très bien, madame la marquise. C'est comme si on était dans la tour d'ivoire et on ne comprend pas tout ce qui se passe ailleurs. Non, je pense que nos dirigeants, j'interpelle les dirigeants qui prennent conscience que quand ils sont là, c'est pour résoudre des questions sociales, c'est pour relever les défis sociaux. Mais comme on est en démocratie, si on ne sait plus, on ne sait pas, on s'est trompé, on ne sait pas relever les défis sociaux, on rend les tabliers et on donne à ceux qui sont capables de répondre. Mais aussi, j'interpelle les Congolais. C'est dans ce cadre que j'ai mis ce pied, ça fait 2 ans maintenant, la fondation Meonganiko, Foménique, pour vraiment travailler sur l'engagement citoyen. Il faut que les peuples soient aussi exigeants, que les peuples fassent un contrôle citoyen, pour exiger à ce que les dirigeants aient la redevabilité vis-à-vis de ces peuples, mais que nous arrêtons de nous comporter en moutons de Panurge et que nous cessons de croire que les dirigeants sont nos patrons, mais les dirigeants doivent être considérés comme nos serviteurs. C'est nous qui les avons placés là où ils sont, si tant est que les élections se sont bien organisées dans la transparence. Mais nous devons continuer à exiger des comptes. Il faut qu'il y ait redevabilité, il faut qu'il nous présente, qu'il se justifie. Et il faut que réellement la justice soit au rendez-vous. Parce qu'un peuple, c'est la justice qui élève une nation. Mais quelqu'un dit que la justice est malade. Moi, je dis non seulement qu'elle est malade, elle est agonisante. Elle attend qu'il y ait son certificat de décès. On ne peut pas continuer dans ce rythme parce que c'est la justice qui peut aider à ce que les plus faibles aient droit de citer. Si, au lieu que nous ayons la loi, la force de la loi, nous assistons à la loi de la force, donc qui ressemble un tout petit peu à la jungle, et on ne peut pas espérer, et pourtant, de tout le temps, et notre constitution nous veut un état de droit, et cet état de droit ne doit pas être des bouts de lèvres, ne doit pas être seulement le discours, mais nous devons les vivre. Et l'antivaleur, c'est quoi? C'est quand le fossé devient très grand entre l'idéal que nous professons de l'état de droit et la réalité que nous vivons de la violation massive et récurrente des droits humains. Je pense qu'il faut réduire sensiblement ces fossés et pour que les verbes se rapprochent de la réalité. On n'a pas seulement besoin des verbes, on n'a pas besoin seulement des discours, mais on a besoin des actions. On a assez discouru. Il faut passer maintenant aux actions qui apportent des solutions aux problèmes de notre peuple, qui n'attend, qui ne demande pas trop, qui ne demande seulement que ses besoins sociaux de base soient satisfaits. Et ça,
c'est à la portée de tout dirigeant avec qui peut être à la place. Mais si ceux-là qui sont là ne peuvent pas le faire, on est en démocratie, ils peuvent se retirer et ceux qui en ont la capacité, la compétence peuvent le faire. Merci beaucoup, professeur. Bonne année ou joyeux Noël, comme on le dit aussi. Merci, messieurs journalistes, et moi aussi, joyeux Noël, bonne année à vous et à tout, à l'ensemble de mon peuple congolais. Et je demande au peuple de ne pas désespérer, ayons toujours bon espoir à l'avenir, ayons foi en Jésus-Christ et les choses iraient de l'avant. Merci beaucoup. Merci.